La ministre de l'Emploi et des Affaires sociales sur les raisons de ces réformes. Et puis célébration demain 14 avril de la journée internationale des secrétaires en Côte d'Ivoire. La présidente de la Ligue ivoirienne des secrétaires appelle à une plus grande conscience professionnelle des secrétaires. Coup d'État en Guinée-Bissau, les militaires qui contrôlent la capitale détiennent le président intérimaire et le premier ministre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Commençons par les travaux de la CEDEAO sur la sécurité et les médiations dans la sous-région qui se sont achevés tard dans la soirée d'hier à Abidjan. Au centre des débats, la situation au Mali et en Guinée-Bissau en proie à des troubles politico-militaires depuis hier. À la fin de la rencontre, aucune décision publique n'a été annoncée. Reportage sur place, Lassine Fofana. Les travaux se sont achevés tard dans la soirée d'hier sans que rien ne filtre. Ce qui sera décidé définitivement ne sera révélé au grand public que lorsque le président de la CEDEAO, Alassane Ouattara et ses pairs l'auront adopté. Voici ce qui peut être dit à la presse. Mais ce que l'on sait après le huis clos, c'est que la CEDEAO n'acceptera pas cet autre coup de force en Guinée-Bissau. Elle reste très attentive au dernier développement de la situation et veillera à ce qu'elle se normalise au plus tôt. Sur le Mali, le pouvoir étant revenu aux civils, il s'agit maintenant de reprendre la partie nord du pays aux rebelles Touaregs. La CEDEAO est donc fortement tentée d'envoyer une force militaire sur le terrain. Combien seront-ils ces hommes en armes? Quand est-ce que le premier départ est prévu? Quels sont les pays contributeurs? Et questions essentielles pour quelle mission? Voici les réponses que la CEDEAO cherche à peaufiner avant toute action. Et comme l'a dit Daniel Kablan-Duncan, président du Conseil, en Guinée-Bissau comme au Mali, c'est le dialogue qui sera privilégié avant toute autre option. Mais aucun moyen ne sera exclu pour rétablir l'ordre si cela s'avère nécessaire. Dialogue, donc, gants de velours, mais main de fer, si d'aventure ça n'aboutit pas. Et nous souhaiterons bien sûr que ça aboutisse. Il faut que les gens en face comprennent que le dialogue doit être considéré comme l'âme des forts et non des faibles. Dans le courant de la journée, une déclaration de la CEDEAO sur la sécurité dans la sous-région est attendue. Une intervention militaire dans le nord du Mali, en tout cas les choses se précisent au niveau de la CEDEAO. La question est de plus en plus évoquée. Le président français Nicolas Sarkozy, devant cette menace de la CEDEAO contre les islamistes dans le nord, brandit son soutien, son appui. En maître absolu, il règne sur une bonne partie du nord Mali. Les islamistes d'Ansardine contrôleraient depuis une semaine les 2/3 de ce territoire, grand comme la France et la Belgique réunies. La perspective d'un État créé par le mouvement islamiste, Ansardine, inquiète au plus haut point Paris. Il faut tout faire pour éviter la constitution d'un État terroriste ou islamique au cœur du Sahel. La France est prête à aider, mais ne peut pas être leader pour un certain nombre de raisons qui appartiennent d'ailleurs à l'histoire coloniale de la France à cet endroit du monde. La France voudrait que la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest soit en première ligne dans la lutte contre les islamistes au nord Mali. Mais la CEDEAO ne souhaite intervenir militairement qu'en cas d'échec des négociations avec les mouvements armés dans le nord. En attendant la vraie mobilisation internationale, les manifestations anti-islamistes se poursuivent à Bamako. Nous luttons pour le développement. Nous luttons pour que notre peuple vive dans les meilleures conditions. Nous n'avons pas besoin de problèmes religieux ici. Je suis totalement opposé à l'instauration de la charia en Afrique. Un des objectifs du président par intérim du Mali, c'est de barrer la voie aux islamistes dans le nord. Pour y parvenir, John Kounda Traoré devra au préalable regonfler le moral des soldats de l'armée régulière malienne. Mais il devra aussi et surtout nouer une alliance stratégique avec le mouvement national de libération de l'Azawad, ce qui sous-entend de longs mois de négociations. Et puis 3 semaines seulement après le coup d'État qui a secoué le Mali, c'est au tour de la Guinée-Bissau d'être en proie à une tentative de putsch. Hier soir, des militaires ont attaqué la résidence du Premier ministre sortant Carlos Gomez Jr. et pris le contrôle de la radio nationale. Ce vendredi soir, le centre de Bissau est toujours sous le contrôle de l'armée qui détient le président intérimaire et le Premier ministre Victorien Ngouachi.
Le salon de la résidence du Premier ministre Carlos Gomes Jr. a été éventré par les tirs à la roquette des militaires péquistes qui contrôlent désormais toute la capitale. Des impacts de balles sont visibles sur le bâtiment, visé jeudi soir par les militaires. Le chef du gouvernement, Carlos Gomes Jr., qui est aussi le favori de la présidentielle, a été emmené par des éléments de l'armée. De même que le président intérimaire, Raimundo Pereira, devenu chef de l'État en janvier dernier, à la suite du décès du président, Malam Bakaïsana. Les militaires ont occupé la radio nationale, la radio-télévision, les rues et tous les rues de centre-ville de Bissau. Nous attendons aussi la réaction énergique de la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO. La nouvelle du coup d'État est tombée hier, alors que le ministre bissau-guinéen des Affaires étrangères participait aux travaux du Conseil de sécurité et de paix de la CEDEAO à Abidjan. La condamnation a été unanime. Après le cas du Mali, un coup de force à nouveau en Guinée-Bissau. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est inacceptable et ne sera pas accepté par la CEDEAO. L'armée guinéenne affirme n'avoir aucune ambition pour le pouvoir. L'état-major a justifié son action en dénonçant un accord militaire secret conclu entre le gouvernement sortant et l'Angola et qui viserait à légitimer la présence de troupes étrangères dans le pays. Ajoutez qu'une réunion entre l'armée et les partis politiques s'est tenue un peu plus tôt à Bissau, lors de laquelle les militaires ont proposé la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Les putschistes, il faut l'ajouter, occuperaient d'office les ministères de la Défense et de l'Intérieur. On change de sujet pour parler à présent de la journée internationale de la secrétaire célébrée chaque 14 avril. En Côte d'Ivoire, la présidente de la LIS, c'est la Ligue ivoirienne des secrétaires, a fait une déclaration pour appeler toutes les secrétaires à faire preuve d'une plus grande conscience professionnelle dans leur travail. La secrétaire. Instaurée dans les années 50, cette tradition américaine qui avait pour but de promouvoir la profession est désormais l'occasion de reconnaître en la secrétaire un élément clé de la bonne marche de l'entreprise. En Côte d'Ivoire, depuis le 14 avril 1994, cette journée est organisée par la Ligue ivoirienne des secrétaires à travers des déjeuners et conférences débats auxquels participent les secrétaires et leurs responsables. Il est demandé au patron, ce jour-là, de rendre le témoignage du don de soi, de la conscience professionnelle et du dévouement de leur secrétaire par un hommage qui peut s'exprimer par un mot gentil ou tout autre présent. Quant à mes consoeurs secrétaires, je leur dirais de mettre beaucoup d'amour dans ce qu'elles font et d'aider ce collaborateur qui est leur chef hiérarchique à réussir sa mission tous les jours. Le thème retenu cette année est la Ligue ivoirienne des secrétaires et le patronat, nouveaux enjeux de partenariat et perspectives d'avenir. Reportage signé Juliette Ouéa. Faisons le point à présent des audiences accordées par le président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État a reçu des lettres de créance, notamment du nouvel ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. Viviane Aïmé signe pour vous ce reportage. Son Excellence Gérard Dioufis, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Économiste de formation, il a été déjà ambassadeur de son pays au Burkina Faso tout d'abord, puis au Ghana. Ce jeudi après-midi, il a présenté au président de la République ses lettres de créance, l'accréditant auprès du gouvernement ivoirien. Le nouvel ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire entend travailler au développement des échanges entre la Côte d'Ivoire et son pays, notamment l'achat du coco ivoirien, et favoriser l'apport de son pays à la lutte contre l'érosion côtière
en Côte d'Ivoire. Je félicite Monsieur le Président avec le développement depuis la crise, le développement qui sont visibles. On a discuté un peu de la relation au niveau économique entre le Côte d'Ivoire et les Pays-Bas. Et ça, naturellement, c'est le coco, parce que presque 50% du coco va aller à Amsterdam. Nous aurons les intérêts communs dans une production durable du coco. Et maintenant, le Côte d'Ivoire est en train de réorganiser un peu le secteur du coco pour garantir la qualité, la bonne qualité, mais aussi un bon prix pour les cultivateurs. Et là, à la fin, on a discuté, parce que je suis des Pays-Bas, on appelle la lutte contre la mer, la érosion. Est-ce que c'est important pour le président, mais aussi pour le ministère des Affaires étrangères? Je crois qu'il y a de grands bassins. On a appelé qu'est-ce que sont les possibilités ou les expériences de sociétés néerlandaises pour assister le Côte d'Ivoire au niveau de l'érosion. Docteur 3e cycle en études africaines, le nouvel ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son Excellence Georges Serre, parle 4 langues, dont 2 langues africaines, le swahili et le malgache. Avant son affectation en Côte d'Ivoire, il a longuement séjourné en Afrique centrale, où il a occupé de 2002 à 2006 le poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Zaïre, et de 2006 à 2009 celui d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Yaoundé au Cameroun. La Côte d'Ivoire constitue donc le premier poste en Afrique de l'Ouest pour l'ambassadeur Georges Serre, qui a présenté également ce jeudi après-midi ses lettres de créance au président de la République. Le nouvel ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a déclaré qu'il mettra tout en œuvre pour donner un contenu à la mission qui lui a été confiée par le président Nicolas Sarkozy, à savoir accompagner le renouveau de la Côte d'Ivoire. La mission qui m'a été confiée par le président de la République française, M. Nicolas Sarkozy, est d'accompagner le renouveau, le développement de la Côte d'Ivoire, de faire jouer tous ses atouts pour qu'elle retrouve la place qu'elle occupe dans l'Afrique de l'Ouest, qui est une place fondamentale en termes de carrefour pour le développement, pour également une place culturelle importante, une place également en matière de recherche, en matière de développement de la recherche, et tout cela va ensemble, et tout cela, nous sommes là pour l'accompagner. Diplômé de l'Université des Relations Internationales de Pyongyang, son Excellence Jong Akse a occupé depuis 1980 différentes fonctions dans les différentes représentations diplomatiques de son pays, à Malte, au Congo, au Sénégal, au Nigeria, avec résidence au Bénin. La Côte d'Ivoire constitue donc son premier poste en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. En présentant ses lettres de créance au président de la République, le nouvel ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée lui a fait savoir qu'il s'engage à faire tout son possible pour redynamiser les relations d'amitié et de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Je suis très honoré d'avoir présenté mes lettres de créance à son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, et aujourd'hui je suis convaincu que les relations d'amitié entre la République populaire démocratique de Corée et la République de Côte d'Ivoire va se renforcer et se redynamiser davantage. Premier poste diplomatique en Afrique de l'Ouest également pour le nouvel ambassadeur des Philippines en Côte d'Ivoire, son Excellence Nestor Nabera Padaline, qui est venu présenter officiellement ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Le nouvel ambassadeur des Philippines, qui a chaleureusement félicité le président de la République pour tous ses efforts pour relever l'économie nationale, a promis tout mettre en œuvre à son tour pour apporter le concours de son pays à l'essor de la Côte d'Ivoire. Well, I'm very, very happy because I did not only present my credentials. Je suis très heureux parce que j'ai eu une rencontre très fructueuse avec le président de la République. Et notre objectif principal est de renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et les Philippines. Je vais visiter la Chambre du commerce et de l'industrie demain et je compte par ce biais renforcer les relations entre les hommes d'affaires ivoiriens et les hommes d'affaires philippins.
Le nouvel ambassadeur de la Suède, son Excellence Per Carlsson, connaît bien la Côte d'Ivoire où il a été pendant 2 ans, de septembre 1989 à septembre 1991, deuxième secrétaire de l'ambassade de Suède. En présentant ce jeudi 12 avril ses lettres de créance au président de la République, il promet travailler lui aussi au renforcement des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. Alors, je suis très contente d'avoir vu Monsieur le Président de la République. J'ai eu l'occasion de présenter mes lettres de créance. C'est un signe des liens de date longtemps entre la Suède et la Côte d'Ivoire. Et je suis vraiment sûr que je peux vous assurer que je vais travailler pour le mieux tenir et faire mon meilleur pour que ces liens sera en très bonne forme. Et puis pour refermer complètement le chapitre consacré aux activités du président de la République Alassane Ouattara, sachez que le chef de l'État a adressé une lettre de condoléances à M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire, suite au décès de M. Ahmed Ben Bella, premier président de la République d'Algérie, décédé mercredi dans son domicile à Alger. Un deuil national de 8 jours a été décrété donc mercredi en Algérie par le président Abdelaziz Bouteflika. On revient en Côte d'Ivoire. Dans l'après-midi de ce vendredi, le Premier ministre Ahoussou Kouadio Chano a eu plusieurs rencontres de travail. Le président du groupe Bolloré Africa Logistique était parmi les personnalités à être reçu à la primature. Reportage Jean-Jacques Kwamiala. Le Premier ministre Jeannot Kouadio Ahoussou et Dominique Lafont, président du groupe Bolloré Africa Logistique, ont parlé de la présence du groupe au port autonome d'Abidjan, précisément au terminal à conteneurs, et du chemin de fer Sitarail entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, un projet dont le groupe Bolloré est concessionnaire. Le groupe Bolloré est venu présenter ses projets de développement et d'investissement pour développer ses infrastructures, projets qu'il est prêt à mettre en œuvre rapidement si ces projets sont soutenus par les autorités. Avec l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, son Excellence Ahmed Fawzi, il a été question avec le Premier ministre de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le ministre congolais de l'énergie et de l'hydraulique a évoqué avec le Premier ministre le transfert de l'expertise ivoirienne dans le domaine de l'énergie. La cherté de la vie était au cœur des échanges entre le Premier ministre et la Fédération nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, FENACOBICI. Irielou Colette, président du conseil d'administration, a annoncé la création d'un fonds de soutien aux produits vivriers. Ce fonds, qui a eu la caution de l'État de Côte d'Ivoire, va permettre de faire baisser les prix des produits vivriers sur le marché. Comment imprégner les établissements financiers de Côte d'Ivoire à la notation financière? Cette question préoccupe l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire qui vient d'organiser un déjeuner débat sur le thème « La notation financière et les risques de contrepartie dans les établissements de crédit ». On reste toujours avec Jean-Jacques Kwamiala. En septembre 2011, obligation est faite à certains acteurs du marché financier régional de l'UEMOA, notamment les émetteurs d'obligations, à l'exception des pays, les sociétés cotées en bourse régionale des valeurs mobilières et les garants des émetteurs, à se soumettre à l'exercice de la notation financière. La notation financière est une note donnée par les agences de notation et qui oriente les investisseurs dans leur prise de décision. Afin de permettre aux banques et établissements financiers opérés en Côte d'Ivoire de cerner ce nouveau contexte réglementaire, l'Association des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire a invité ses membres pour être instruits sur les enjeux de la notation financière. Les banques travaillent permanemment sur le crédit. Et un des instruments nouveaux permettant aux banques de mieux apprécier les risques de contrepartie est lié à la notation financière, afin de pouvoir avoir une information pertinente, transparente, reflétant la réalité de l'entreprise en vue de leur permettre de faire le maximum de crédits, aussi bien aux grandes entreprises, aux PME, PMI qu'aux institutionnels. Principal animateur de cette session de formation et d'information, Stanislas Zézé.
Il a insisté sur les avantages pour les banques à se faire noter. Déjà se faire noter, ça leur permet évidemment d'établir la qualité des crédits, ce qui est le cas pour toutes les entités qui se font noter. En tant qu'entité qui capte les épargnes, ce serait bien quand même de montrer ce qu'elles font avec les épargnes, et ça permettra aux investisseurs et ça permettra aux épargnants de savoir que les banques dans lesquelles ils font les dépôts sont des banques sérieuses, sont des banques qui utilisent leur argent à bon escient, qui font les bons investissements. Trois agences de notation financière opèrent sur le marché africain. Elles diffèrent des trois principales agences de notation financière au monde et qui sont américaines. Leur credo, la promotion de la bonne gouvernance et la transparence dans les entreprises et les États. L'Association pour la protection des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, APROCACI, est sur le terrain pour constater la baisse du prix du riz. Ce contact avec la population répond à un objectif, vérifier l'application du protocole d'accord signé entre les importateurs, les grossistes, détaillants et les consommateurs pour la baisse du prix du riz. Lassina Ouattara a suivi la rencontre pour vous. Dans la lutte contre la cherté de la vie, la première mesure prise par les autorités ivoiriennes est la baisse du prix du riz. Cette mesure de baisse est effective depuis le samedi dernier. L'Association pour la protection des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, APROCACI, dirigée par Soumaoro Mansa, partie prenante de l'accord signé entre les différentes organisations et l'État de Côte d'Ivoire, sensibilise pour indiquer les différents prix fixés. Le marché de Williamsville, dans la commune d'Adjamé, a été sa première étape. Le riz de grande consommation, 25% Brésil, ce que nous on appelle Deni Kacha. Il vient du Pakistan, l'Inde et Vietnam. Avant, le kilo était 340 francs. Maintenant, il a été décidé qu'on vend désormais à 310 francs au lieu de 340 francs. Le riz soleil était vendu à 340 francs. Il a été décidé qu'on vend désormais à 295 francs le kilogramme. Le riz semi-mix qui vient de l'Inde, qu'on appelle Marima, était vendu à 400 francs. Il a été décidé désormais de le vendre à 360 francs le kilogramme. Commerçants et consommateurs du marché de Williamsville ont échangé avec le président de l'APROCACI afin d'identifier les difficultés liées à la pratique de ces nouveaux prix du riz. Ceux-ci ont souhaité par ailleurs plus de communication sur cette nouvelle mesure. Après le riz, les consommateurs souhaitent aujourd'hui une baisse sur le prix de l'huile, du sucre, du gaz, du charbon et bien d'autres produits de grande consommation. À présent, une information, dans le cadre de l'étude des facteurs contribuant à la cherté de la vie, il apparaît que les nombreux frais portuaires constituent un facteur important de la détermination du coût de revient des marchandises à la sortie du port d'Abidjan et de San Pedro. Au nombre de ces frais figure l'échange de bordereaux de livraison facturé à 35 000 francs CFA aux usagers. En attendant la révision complète des coûts de passage des marchandises dans nos ports, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à compter de ce jour, le coût de l'échange bordereau de livraison est ramené à 20 000 francs CFA et c'est un communiqué du ministre de l'économie et des finances. Parlons à présent de la crise qui secoue la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. La dissolution des organes de la MIGEFSI par le gouvernement divise syndicats et mutualistes. Centrales syndicales se sont réunies ce matin. Elles dénoncent une tentative de récupération de la MIGEFSI par le gouvernement. De leur côté, les mutualistes saluent la décision. Sylvie Touré. Une tentative de récupération grossière. C'est en ces termes que les centrales syndicales UGTCI, CISL Dignité et FESACI qualifient la décision de dissolution des organes de la MIGEFSI par le gouvernement. Dans une déclaration commune, les trois organisations ont rejeté cette décision. Les conséquences de la suppression des organes sont graves et immédiates, à savoir, toutes les opérations financières sont arrêtées par les banques. Les paiements des fournisseurs et partenaires sont bloqués de facto. L'hôpital des fonctionnaires ne peut plus être approvisionné en matériel et médicaments. La mutuelle est de ce fait paralysée par la décision prise par le gouvernement. Les fonctionnaires se trouvent exposés, sans soins, aux maladies, surtout les affections chroniques, diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires, insuffisance rénale, etc. L'UGTCI, la CISL Dignité et la FESACI appellent le gouvernement au dialogue.
À l'opposé, des enseignants mutualistes réunis en collectif se réjouissent plutôt de cette décision. Mais s'il se trouve que cette gestion est négative, porte préjudice aux mutualistes, ben, il va de soi que nous sommes en droit de demander que les choses changent. Si le gouvernement a pris ses responsabilités pour suspendre ceux qui sont responsables de ces dysfonctionnements, à cause justement de la guerre qui se mène pour des intérêts que je ne saurais qualifier, ben moi je pense que c'est de bonne guerre. La dissolution des organes de la MIGEFSI et sa mise sous gestion provisoire divise les mutualistes. La structure est dans la tourmente depuis plusieurs mois, en cause un bicéphalisme au conseil d'administration. Et justement, concernant cette crise à la MIGEFSI, je vous propose de suivre la conférence de presse organisée par le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, qui était face à la presse. Il a expliqué les raisons sur les réformes à la MIGEFSI et à la SEGRAU. Les organes dirigeants de la MIGEFSI dissous, un comité provisoire de gestion bientôt mis en place. Il sera composé de 9 membres issus de différents ministères et de la présidence de la République. Ce comité a 6 mois pour gérer la MIGEFSI et préparer l'Assemblée générale des mutualistes. Le gouvernement ivoirien a décidé ainsi pour mettre fin au conflit de leadership à la MIGEFSI, une MIGEFSI qui avait fini par avoir 2 conseils d'administration. Le ministre Gilbert Kafana Koné est clair. À la suite de la dissolution annoncée par l'État, des réformes au sein de la MIGEFSI s'imposaient. Cette nouvelle réglementation fait obligation aux mutuelles sociales de se conformer dans les 3 années qui viennent à cette réglementation, et il est indiqué qu'une mutuelle sociale est membre d'une mutuelle sociale les personnes physiques ou les groupes qui, en tant que tels, ont signé une convention avec la mutuelle sociale et cotisent en tant que tels à la mutuelle sociale en bénéficiant des services de la mutuelle en tant que telle. Il existe également des réformes à la Caisse générale de retraite des agents de l'État, SEGRAU. Le gouvernement, en décidant de ces réformes, veut notamment équilibrer le régime de la pension de retraite, faire de la SEGRAU une structure autonome pour permettre aux fonctionnaires de percevoir leur pension une fois à la retraite et non 1 ou 2 ans après. La réforme a consisté d'abord à extraire du domaine de la SEGRAU les pensions qui sont payées aux personnalités, par exemple les ministres à la retraite, et qui ne cotisent pas à la SEGRAU et dont la SEGRAU était obligée de payer donc ces pensions, et donc d'extraire donc ces cotisations, ces pensions qui ne font pas l'objet de cotisations à la caisse de retraite. Et ensuite il y a des mesures fortes qui concernent l'allongement de l'âge de la retraite. Donc les travailleurs qui devraient percevoir leur pension ne la perçoivent pas et cotisent de plus, ce qui permet d'apporter un afflux de trésorerie aux caisses de la SEGRAU. SEGRAU comme MIGEFSI, l'État de Côte d'Ivoire, il faut le dire, a décidé de nouvelles orientations pour mettre ces 2 structures sur le chemin de la bonne gouvernance. Et puis ce communiqué suite au décret numéro 2012-307 du 11 avril 2012 portant suspension des organes dirigeants et mise en place d'un comité de gestion de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, en abrégé MIGEFSI. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité informe l'ensemble du personnel que les bureaux devront rester ouverts au public en vue de permettre la continuité du service. Dans ce cadre, tous les agents sont tenus d'être à leur poste de travail et de vaquer à leurs occupations professionnelles dans les conditions habituelles. Un contrôle de présence quotidien sera effectué et toute absence injustifiée exposera son auteur à des sanctions disciplinaires conséquentes pouvant conduire à un licenciement pur et simple.
Dans le cadre de la cérémonie de montée des couleurs, le général de division, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, s'est adressé à ces hommes au cours d'un déjeuner débat. Objectif, resserrer davantage les liens de fraternité d'âme. Le général chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire s'est prononcé sur la situation de crise au Mali. Abou Sanogo y était pour vous. Au programme de la journée de travail du général de division Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire, figurait un petit déjeuner de cohésion qui constitue désormais une trouvaille de resserrement des liens de fraternité d'armes et de cohésion. Le chef d'état-major général a rappelé les récentes activités majeures exécutées par les forces républicaines de Côte d'Ivoire tant au plan national qu'international, notamment la sécurisation de la fête de Pâques et la formation des hommes dans les unités et casernes au plan national. Au plan international, le chef d'état-major général a rappelé les nouvelles fonctions de la Côte d'Ivoire au sein de la CEDEAO. Elle assume désormais la présidence en exercice des chefs d'État et de gouvernement et par ricochet la présidence en exercice du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Le général Soumaïla Bakayoko s'est attardé sur la situation du Mali dont les premiers résultats sont à saluer avec le retour à l'ordre constitutionnel. Quant à la rébellion Touareg et les groupements islamistes au nord Mali, un mandat d'envoi des troupes par la force en attente de la CEDEAO, FAC, a été sollicité pour recouvrer l'intégrité territoriale du pays. La Côte d'Ivoire y participe avec le déploiement d'un bataillon. J'ai demandé au général Touré, commandant des forces terrestres, de préparer le bataillon. Parce que quand on finit de nous donner le mandat, on a un mois pour être là-bas. Donc ce bataillon va se retrouver à Capro pour être formé, entraîné. Ce sera pris un peu partout, mais de sorte qu'il y ait la cohésion entre nous. Le général Touré Sekou a entretenu les troupes sur le thème de la discipline qui fait la force principale des armées. Tous les intervenants à cette conférence ont souhaité en guise de contribution un retour aux fondamentaux de la discipline dans l'armée, et ce à travers des formations communes de base. Notre avant-dernière escale de cette édition va se faire au Sud-Soudan et au Soudan, où désormais le feu brûle entre les deux Soudans. Les présidents Omar el-Béchir et Salva Kiir s'accusent mutuellement d'avoir choisi la guerre, mais aucun des deux n'a fait le moindre geste cette semaine pour détendre la situation. Et puis sachez pour terminer que l'économiste colombien José Antonio Ocampo a renoncé ce vendredi 13 avril à briguer la présidence de la Banque mondiale et annoncer son soutien à la candidature de la ministre des Finances du Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.